le premier intervenant qui est donc Monsieur Omar Bessaoud pour une thématique qui est repenser le système de formation agronomique en Algérie pour affronter les défis du futur, points de repère historiques et réalités d'aujourd'hui. Et je rappelle que M. Omar Bessaoud est spécialiste des politiques publiques agricoles et rurales des pays méditerranéens, administrateur scientifique principal du CIM Montpellier, membre du GRFI Filaha Innov. Alors, sans plus tarder, M. Bessaoud, je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas ici. J'espère que vous êtes en ligne et vous allez démarrer donc cette communication. Merci, Monsieur Bensemen. À vous, Monsieur. Oui, merci, Monsieur Bensemen. Et donc, heureux d'être parmi vous pour ce webinaire. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter une communication dans les temps qui me sont impartis. Je vais la partager. Donc, je pense elle s'affiche là, je crois. Voilà. Oui. Voilà. Elle s'affiche. Donc, je la mets. Donc, cette communication que je présente, je la dédie à quelqu'un qui a beaucoup marqué les générations d'agronomes. Et c'est cet esprit-là que j'essaye de reprendre, c'est Youssef Septi, Allah yarhamou. Et donc, c'est vraiment. J'ai beaucoup pensé à lui en travaillant sur cette question de la formation. Vous savez que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mes amis tunisiens qui sont en ligne. Youssef Septi a été professeur à l'Institut agronomique d'Alger et il a été assassiné en 93. Voilà, il était sociologue, agronome, poète, enfin bref, il avait plusieurs facettes. Alors, ma communication se déclinera en 4 points. D'abord, un premier point sur la nécessité de repenser notre histoire agricole, de la décoloniser. Un deuxième point qui portera sur le modèle des années, enfin des 40 ou 50 dernières années, et ses limites. Les défis qu'affronte et que doit affronter et que va affronter encore l'agriculture algérienne, mais de façon plus générale les agricultures maghrébines. Et puis enfin, je déclinerai en 2 ou 3 diapos les éléments d'une révision indispensable du système de formation. Alors sur la décolonisation. Sur la décolonisation, on a eu un discours pendant tout le 19e siècle, qui présentait l'Algérie comme un pays qui avait décalé. Oh, il y a des problèmes. Ah, vous ne suivez pas? Est-ce que vous suivez mes diapos là? Si, très bien. D'accord. L'Algérie était présentée comme un pays, avant l'intervention coloniale, comme un pays. Il y a des moments où ça coupe. Un pays qui avait sombré un petit peu dans la décadence. Bon, parce que on avait des agriculteurs qui étaient ignorants, utilisant des techniques primitives et paresseux. Et puis, on a bien sûr blâmé, hein, vraiment des années 40, 1840 jusqu'à pratiquement au milieu du siècle, jusqu'au centenaire de la colonisation, 1930. On a blâmé les éleveurs qui étaient d'origine, pour la plupart, si vous voulez, qu'on qualifiait de prédateurs, qui avaient déboisé, etc., et qui avaient mis fin à ce fameux grenier de Rome qui était bien entendu un mythe entretenu par le récit colonial. Et donc, l'un des livres d'ailleurs les plus marquants de cette époque et qui montre ou qui essaye de démontrer ce déclin de l'agriculture, cette décadence agricole, c'est le fameux livre de Félix Gauthier, qui est sorti avant le centenaire, et qui s'intitulait, le titre déjà est parlant, Les siècles obscurs du Maghreb. Les manuels coloniaux, puisque j'ai consulté l'essentiel des manuels d'agronomie de l'époque, qui datent de 1890, 1900, 1910, etc. Bon, en gros, tous les manuels déclinent les quatre formes d'agriculture. Une agriculture arabe qui portait sur la steppe, le tel avec des cultivateurs et des pasteurs, des morts et Koulourli, qui étaient sur les plaines périurbaines, les jardins,
et les vergers du Haus, c'est-à-dire des plaines périurbaines autour de Constantine, autour d'Alger, la Mitidja, autour de Tlemcen, etc. L'agriculture kabyle, bien sûr, qui est une agriculture de montagne avec la polyculture, l'arboriculture et l'élevage par courant en forêt, et l'agriculture saharienne. L'objectif de tous les manuels fixés dans les formations, c'était, voilà, je les décline à partir des encyclopédies et de textes coloniaux, former de bons exploitants, qualifier la main-d'œuvre. Et évidemment, au départ, on avait établi un lien entre les concessions coloniales et la nécessité de former les agriculteurs. Parce qu'il faut savoir qu'une bonne partie des colons européens qui arrivent n'étaient pas d'origine agricole. Il fallait les former. C'était les insurgés de la Commune de Paris, de la Révolution de 48, bref, des entreprises françaises ou étrangères. Il fallait faire connaître les données les plus récentes de la technique moderne, donc on insiste sur la modernité, on insiste sur l'appel à la science, et bien sûr, selon le docteur Trabuc, qui était le botaniste en chef du gouvernement général de l'Algérie, Trabuc qui, vous le savez, a été l'auteur de cette encyclopédie sur la flore et la faune en Algérie avec Battendier, la formation se fait et fait partie en gros de l'œuvre civilisatrice de la France. Alors, toute cette époque, ce sont des institutions, des élites qui sont représentées par des fonctionnaires, des professeurs de droit, d'économie, d'agronomie, des chercheurs, etc., qui vont être les véritables architectes. Et les moyens, c'est du jardin d'acclimatation qui a été créé dès 1944 à Alger, des labos, et puis surtout les écoles, les fameuses, l'école d'Alger, l'école de Harrach, créée en 1905, mais aussi par la suite les écoles régionales de Skikda, Belhabest, Moussen-Gelma, et c'était bien entendu envisagé comme les moyens de la conquête scientifique de l'Algérie, et ces écoles, ces institutions de formation constituaient l'outillage intellectuel selon l'expression consacrée à l'époque, pour assurer l'essor du secteur, l'essor technique. Alors pour les indigènes, bien sûr, l'enseignement est à titre accessoire, c'est à la fin du siècle des écoles rurales où on a un instituteur avec un jardin, etc., pour initier les petits indigènes à l'agriculture. Et il y a eu de fortes réticences. Moi, j'ai vu à partir d'encyclopédies, etc., un certain nombre d'éléments où on a essayé de créer ou d'écrire des manuels pour le fellah algérien. On a essayé c'est le gouverneur Lépine à la fin du siècle, du 19e siècle, une formation pour le corps. Mais tout ça, c'est toutes ces tentatives venant d'agronomes, pour la plupart d'ailleurs originaires de la métropole, et qui étaient affectés en Algérie, comme Lec, Rivière, Roland, Rivière, enfin bref, tout ça va être mis en échec. Et pour faire un bilan très bref, les 4 écoles d'agriculture, on avait en 1954, par exemple, le bilan qui a été fait à la veille de la Révolution, un musulman pour 193 Européens. Ça, c'est le rapport du commissariat du plan, le plan de Constantine, qui donne ce chiffre. Et puis, l'Institut agronomique, en fait, n'avait délivré que 1400 diplômes d'ingénieurs, et au total, de ce que j'ai compté, 5 ingénieurs algériens, qui furent d'ailleurs les premiers cadres de l'agriculture algérienne. Et on fera appel d'ailleurs donc pour l'enseignement, et on fera référence aux techniques les plus modernes. Et vous savez que le modèle colonial, c'était de grandes exploitations qui s'inspiraient sur le modèle américain, très mécanisé, extensif pour les plaines sèches et bien entendu intensif pour les plaines humides. En gros, on a un dualisme. Au sein du secteur colonial, un savoir-faire scientifique et des gestes qui sont issus de l'agriculture la plus moderne, française et étrangère, notamment américaine, et puis un secteur traditionnel avec un processus d'érosion des savoirs et des pratiques paysannes, qui était bien entendu, vous le savez, lié à la destruction des tribus, à l'expropriation foncière, et bien sûr, toutes les qualifications, tous les sorts des savoirs paysans ont été très très fortement contrariés pendant cette époque. Ce modèle technique qui est enseigné est un modèle fondé sur l'intensification mécanique. Il faut savoir qu'en Algérie, le modèle colonial n'a pas intégré la révolution fourragère européenne du XVIIIe siècle. On passe, si vous voulez, directement à la révolution, à l'intensification chimique et mécanique, qui sont des révolutions qui se font fin du XIXe siècle et début du XXe. Et bien sûr, vous le savez pourquoi ce modèle est mis en place, c'est pour tirer le maximum de profit à l'hectare
sans considération des effets sur l'état de fertilité des sols, et qui atteint d'ailleurs très très rapidement ses limites, puisque les grandes cultures vont stagner, et puis on va assister à une érosion et des processus, l'érosion des sols et des processus de désertification qui à l'époque étaient qualifiés de saharisation. Alors, pour faire le bilan, on a deux types, si vous voulez, ah oui. Alors, voilà en gros sur l'agriculture coloniale. Mais je pense qu'il est temps de construire et d'élaborer le récit national de l'agriculture. À la veille de 1830, on a deux types, finalement, d'agriculture. Intensive, localisée dans les zones humides, les plaines, dans les montagnes savantes. Je dis savantes parce que les montagnes, c'est des agriculteurs avec des savoirs paysans, des savoir-faire, et qui font l'échange dans les espaces publics, que ce soit les souks, les zaouïas, les jmaras, etc., d'échange sur les techniques, hein, évidemment également oasienne, hein, cette agriculture qui se développe, et qui mobilise une paysannerie qui, voilà, issue de l'agronomie arabe, enfin qui maîtrise en partie l'agronomie arabe, ou les éléments de l'agronomie arabe, hérités des Andalous, et des pratiques héritées de la période, si vous voulez, antique, la période de la Numidie historique. Et vous le savez, je le rappelle très rapidement, la Numidie, il y avait une agriculture relativement prospère avec... vous savez qu'on a été au IIe siècle après Jésus-Christ le premier exportateur d'huile, bien avant l'Espagne. Enfin, on devançait l'Espagne. On exportait du blé, du vin, des chevaux, etc. Et puis, à côté de cette agriculture intensive, on avait une agriculture extensive à forte orientation agro-pastorale sur laquelle je ne reviens pas. Et cette agriculture algérienne va bénéficier de l'apport de l'agronomie que je qualifie, bon, beaucoup la qualifient d'agronomie arabe, en fait, elle est arabo-berbère, puisqu'une grande majorité des agriculteurs en Andalousie étaient d'origine berbère, et c'est tous ces savoirs, toutes ces pratiques qui ont été accumulées et rédigées par les savants agronomes. Et évidemment, ces manuels vont relater l'acclimatation des nouvelles plantes, voilà. Et cependant, aujourd'hui, on a peu de manuels d'encyclopédie ou de livres d'agriculture qui vont témoigner de cet effort et de ce renouvellement des savoir-faire paysans à cette période historique, c'est-à-dire avant la colonisation. On a effacé, alors que même certains reconnaissent que l'agronomie algérienne était restée ce que les Arabes avaient fait, hein, l'acclimatation n'y a ajouté aucune branche pendant la période coloniale, et là je relève ça du traité pratique d'agriculture coloniale et de l'encyclopédie. C'est une grosse encyclopédie d'1 millier de pages de lait et rivières où il raconte que bon, finalement on a des céréales, des oliviers, des orangers, c'est-à-dire que même en Mitidja, la Mitidja, bon, on avait tous les éléments voilà. Et en fait, la colonisation, on avait introduit à la veille de la célébration du centenaire que le géranium rosa, la pomme de terre, je cite, hein, le blé tendre et la baisse à poil. Voilà les nouvelles cultures, si vous voulez. Alors, autre chose, on a des travaux qui montrent que sur des données paléo-écologiques, je pense aux travaux de Diana Davis en 2012, un superbe livre sur les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, on montre qu'il y avait des conditions agroclimatiques qui étaient celles de l'aridité, qui dataient pratiquement d'il y a 1500 ans, et que les gens s'étaient adaptés sur des espaces où il y avait une libre circulation des hommes et des troupeaux, chose que la colonisation va bloquer avec les lois foncières et notamment le Senatus Consul de 1863. Et puis dans un passé récent, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 19e, le nomadisme agro-pastoralisme était la forme la plus appropriée, la plus durable d'exploitation des ressources. Et puis Bourkhobza, dans sa thèse des années 80, montre que finalement, les gens avaient compris les subtilités d'écologie locale et planifié leur mouvement de propos entre le nord et le sud, et bien en préservant, si vous voulez, les ressources. De plus, ça ce sont les travaux des historiens, je pense à Marc Côte et à Gilbert Minier, on avait une végétation claire, basse, aisée à défricher, des sols, et puis, si vous voulez, une technologie qui permettait justement de mettre en valeur les ressources dans des zones à climat aride et semi-aride. Et puis, on sait même, et ça on le rappelle,
il y a des régions comme le Hodna, où il y a le siège de la dynastie des Hammadites. Vous savez que les Hammadites, avant de s'installer à Bjaya, étaient du côté de Msila, la Qal'a d'Ibn Hamad. Dans le centre, les Arlabites, je veux dire, dans le centre ouest de la Tunisie, les Morabitoun à Marrakech, etc., les Méris. Bon, tout ça, finalement, il y a eu de grandes civilisations et des agricultures relativement prospères dans des zones arides, et tous ces éléments-là ne sont pas répertoriés. Ibn Khaldoun témoignera justement de ces progrès. De ces progrès, de cette circulation, si vous voulez, des plantes, des techniques, etc., au Maghreb, à travers les expulsions des Andalous entre le XIe et le XVe siècle. Et la Muqaddima, comme d'autres travaux, je pense à Ibn Awam, montre qu'on a eu affaire à une véritable révolution agricole dans les pays du Maghreb, qui était héritée de la révolution agricole andalouse, où l'on abandonne la jachère, on met en œuvre des assolements qui font succéder culture céréales fourragères et légumineuses, ce que l'Europe découvre au XVIIIe siècle, et on a des améliorations au niveau des semences, des animaux, l'outillage, etc. Et puis une intégration très forte entre l'élevage et l'agriculture. Alors on a, là je cite deux auteurs, Ibn al-Wahshiya au IXe siècle et Ibn al-Awwam, le fameux livre de l'agriculture, Kitab al-Filaha, qui décrit de façon en 3 tomes, hein, d'ailleurs ça a été réédité aux éditions Bouslama en Tunisie, l'univers technique, matériel et culturel des paysanneries arabes. Et on a un superbe livre qui est sorti en 81, c'est le livre de Lucie Pollens sur les agronomes andalous, qui montre en gros tous les progrès réalisés dans la petite hydraulique, la connaissance des sols, l'engraissement, etc., etc. Je vous renvoie d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à un texte un peu plus long que j'ai écrit dans la préface du livre de Torba, une expérience agroécologique. Alors, finalement, en conclusion de cette première partie, on a un système colonial qui a créé des institutions spécifiques, fondées sur des besoins propres, si vous voulez, et un secteur qui émerge, moderne, dit moderne, avec un encadrement d'ingénieurs, de techniciens qui sortent des écoles, voilà. Et puis un secteur traditionnel qui s'est vu privé de toute forme de soutien et d'enseignement technique. Je conclus par une chose, s'il fallait repenser le système de formation, il faut le repenser notamment en se réappropriant ce récit national, cette histoire nationale agricole, qui n'est pas enseignée et qui n'est pas connue dans nos écoles agronomiques. Les transformations après l'indépendance. L'adoption d'un modèle. On reconduit, en créant le secteur autogéré, le système de culture et les mêmes techniques, mais dans un contexte difficile, puisqu'on perd tout l'encadrement. Vous savez que après l'indépendance, on avait en gros 27 ingénieurs d'application et 27 techniciens ou cadres supérieurs, si vous voulez. Donc très très peu de cadres en 1962-63, qui expliquent d'ailleurs à la fois les difficultés et aussi les modalités de gestion du secteur dit autogéré à l'époque. Et le paradigme productif agricole s'effondre, puisque le vin ne devient plus, le vin est en crise, le secteur qui était le principal secteur rémunérateur pour l'agriculture coloniale. Et donc, beaucoup ont eu l'idée, ça je l'ai retrouvé dans les ouvrages hein, après l'indépendance, qu'il fallait peut-être reproduire la modernité technique du secteur colonial. On a hérité d'un secteur moderne, c'est une chance, et bien il faut le reproduire. C'est ce qui se fait. Et puis, dans les politiques, en examinant, vous le savez, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, le mot intensification revient. Intensification fourragère, céréalière, pommes de terre, arboricole, maraîchage. Bon, en mobilisant les systèmes d'irrigation et les intrants chimiques, etc. C'est-à-dire, on est sur le fameux modèle ou la fameuse mentalité que certains agronomes, historiens de l'agronomie appellent la mentalité NPK. Et c'est ce modèle technique qui est pratiquement retenu comme modèle pour les formations agronomiques dispensées dans les institutions nationales. Et je reprends ici un texte de Youssef Sibti, Allah yarhamou. Le profil de l'ingénieur agronome reste une imitation de celui de la France des années 60, avec des tentatives timides, tardives, maladroites de lui monter une composante locale, nationale ou maghrébine. Une étude du BNEDER en 91 que j'ai consultée montrait aussi un processus de perturbation dans les modes de transmission, mais ça c'était lié à la modalité des transmissions des savoirs
techniques et des savoir-faire des paysans, mais c'était lié à la grande mobilité, à l'exode massif d'ailleurs qui a touché le secteur agricole dans les années 70 et 80. Et puis des conceptions techniciennes qui ont contribué, si vous voulez, indirectement à la valorisation des savoirs et savoir-faire paysans. Alors, en gros, la limite porte, si vous voulez, sur le caractère un peu aride ou semi-aride qui affecte les superficies. Et cette intensification, notamment dans les zones arides, sèches, les hautes plaines sèches, etc., rend aléatoire les politiques d'intensification telles qu'elles ont été développées. C'est-à-dire que cette tentative de transférer, de transporter le modèle européen intensificateur, etc., dans les pays du Maghreb et en Algérie en particulier, ben ça a été. Pourquoi? Parce qu'on a, tout le monde sait, connaît notamment dans les grands bassins céréaliers, etc., où la rigueur des climats, des hivers dans les montagnes, les hautes plaines algériennes, la chaleur estivale, et puis les irrégularités saisonnières interannuelles qui déterminent largement les performances. Alors, finalement, les difficultés de l'intensification de l'agriculture en zone sèche résident, parce que c'est la zone la plus, enfin, ce sont les régions les plus importantes agricoles, résident dans le risque climatique. Donc, ces conditions agroclimatiques, pour moi, ont fait obstacle à l'adoption. Et essentiel. Bien sûr qu'on a, attention, je ne condamne pas tout ça, je ne dis pas que ça a été mauvais, que tout a été mauvais, mais c'est limité. Et que toutes les hausses, finalement, des productions agricoles que l'on a affichées dans les résultats et dans les bilans agricoles, c'est finalement plus lié à l'augmentation de l'irrigation agricole. En Algérie, par exemple, on passe de 500 000 hectares irrigués en 2000 à 1 200 000 aujourd'hui, selon les statistiques. Et puis, il y a une chose, c'est qu'on a manqué, on n'a pas de référent technique propre à l'Algérie. 50 ans après l'indépendance, on s'est heurté à cette absence de modèle technique de référence, et notamment ce modèle appliqué aux régions, les régions sèches ou à l'élevage extensif, et un modèle qui est adapté aux contraintes de sol, de relief ou de climat. Alors, sur les défis, troisième partie, je crois que je vais être beaucoup plus court. Toutes les études montrent un petit peu, révèlent à l'opinion les modèles techniques agricoles, si vous voulez, les limites de ce modèle technique, avec un peu partout dans le monde, au nord comme au sud, avec la dégradation des ressources, des écosystèmes, et puis les risques alimentaires. Quels sont les défis? Les défis sont à la fois politiques, ils sont économiques, ils sont sociaux, et enfin, les défis sont liés aux ressources naturelles et à la gestion du risque climatique, notamment le changement climatique. Sur la question du risque politique, aujourd'hui, on est tous dépendants, tous les pays du Maghreb sont dépendants des aléas du marché, des marchés mondiaux, et avec un risque d'usage de l'arme alimentaire. On a une vulnérabilité, puisque vous le savez, le taux de dépendance, notamment pour les grandes productions stratégiques, le blé notamment, enfin les céréales, les huiles alimentaires ou le sucre, eh bien, on dépend des marchés internationaux. On a besoin, on sait aussi que le modèle intensif est consommateur d'intrants, d'équipements agricoles. Aujourd'hui, en moyenne, on a 500 millions de dollars d'importation. Là, je n'ai pas eu le chiffre des semences, je ne sais pas combien on importe, mais en tout cas, là, c'est les équipements agricoles et quelques intrants. Et donc, la souveraineté alimentaire vise à mobiliser un modèle technique qui puisse se référencer dans le savoir paysan, dans l'agroécologie moderne, moins dépendante de l'étranger pour les consommations intermédiaires. Alors, le défi économique, c'est bien sûr l'équilibre à faire entre l'offre nationale et l'offre de produits importés. Et on peut parfaitement aujourd'hui envisager une amélioration du taux d'autosuffisance pour au moins le blé dur, la pomme de terre, le lait et les légumes secs, qui entrent en grande partie dans le modèle alimentaire. Alors, le défi économique, il est aussi sur le défi social, il est sur l'emploi, sur les revenus, un tissu d'activités en amont, en aval de l'agriculture qui permettent justement de renforcer le secteur agricole. Le dernier défi, c'est la préservation des ressources. C'est un enjeu majeur. Partout, on fait face à cette question de la dégradation des ressources, en eau, en sol, en biodiversité, etc. Et donc, cette question devient importante dans le contexte du changement climatique.
qui constitue un défi capital, hein, eh bien, il est, si vous voulez, il est impératif pour l'État d'inscrire la question de la durabilité des modes de production comme socle dans la matrice de sa politique agricole. Et enfin, je termine avec la révision du système de formation. Alors, tous ces éléments, bien sûr, doivent être intégrés dans le système. Alors, on ne peut pas rester sur une croissance assurée par la seule exploitation des ressources naturelles ou énergétiques. On ne peut pas penser reproduire. Il est impossible, illusoire de reproduire un système productiviste ou intensif agricole hérité de l'Europe du Nord ou de la Méditerranée du Nord. Dans un contexte de crise climatique, sanitaire, de reproduction des ressources naturelles, du système alimentaire, il faut réviser les programmes, il faut renforcer les institutions de formation et de recherche. Alors évidemment, la formation est alimentée par la recherche, c'est implicite, j'en parle pas beaucoup, mais c'est implicite. Et de l'adapter aux divers agrosystèmes naturels. Il faut bien sûr tenir compte des systèmes, de la diversité des systèmes des agrosystèmes naturels. Alors, c'est là où j'ai pensé à, j'ai touché un mot à Tom, c'est j'ai épluché le plan stratégique de la recherche et de l'innovation qui a été présenté récemment et qui a formulé des préconisations, on trouve des préconisations intéressantes dans des ateliers de travail. Alors, c'est un document qui fait dans les 200-300 pages où on a, évidemment, ils ont pensé le système de la recherche, le système de la formation, et donc ils font des propositions sur la promotion de l'agroécologie, l'inventaire et la collecte de semences locales, le travail et tout un enseignement sur la question des sols et de leur qualité, comment la préserver, la lutte contre la dégradation, l'adaptation au changement climatique, la sensibilisation à l'environnement, la rénovation des oasis, la vulgarisation des bonnes pratiques. Et dans les préconisations des ateliers, on a la question des savoirs paysans, et puis de la production d'une alimentation, pour une alimentation saine, la production de qualité en lien avec la population. Voilà, sans compter bien sûr l'initiation des apprenants en nouvelles technologies, hein, systèmes d'information, etc. Ce plan stratégique préconise le redéploiement des instituts techniques en fonction des zones agroécologiques, parle d'introduction des enseignements sociaux dans les cursus. Donc, autant de propositions, mais qui sont présentes ailleurs, qui sont présentes. Hein. Il y a des documents qui en parlent. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en parle. Donc, c'est autant de propositions. Moi, je pense, et je laisserai M. Rachid Nessa en parler, de ce programme qu'il a, quand il était ministre, qu'il avait mis en œuvre, qu'il avait essayé de mettre en œuvre, et puis de cette grande conférence d'un séminaire scientifique, le seul d'ailleurs, sur l'agroécologie qui s'était tenu, je crois, en 2013, il me semble. Voilà, voilà quelques propositions. Comment intégrer, pour résumer, notre histoire nationale, notre patrimoine historique, comment le récupérer, comment décoloniser notre histoire technique et comment aussi introduire tous les éléments de ces nouvelles révolutions, de ces nouveaux changements afin de répondre aux défis du futur. Je m'excuse d'avoir été peut-être un peu plus long que prévu. Merci de votre attention.